Bonjour, Panasonic S9. Allez, on en parle. Bah oui, qu'est-ce qu'on en parle? Visiblement, ce boîtier fait débat, hein, et donc du coup il fait le buzz en même temps, ce qui est certainement très bien pour Panasonic. Bon, alors nous on va parler quand même un petit peu plus de ce qu'il contient, de est-ce qu'il est cohérent, voilà. Alors, donc la raison d'être de ce boîtier, hein, visiblement, c'est d'abord sa compacité, bien entendu, et le fait que ce soit un full frame. Alors, petite devinette pour commencer, qui a sorti le premier boîtier hybride plein format et qui, en même temps qu'il a été le premier boîtier hybride plein format, il était aussi très compact. Vous avez trouvé? Allez, Sony A7, le premier Sony A7, hein, sorti en 2013, donc il y a 11 ans, beaucoup plus compact que le A7 IV aujourd'hui, hein, qui est le dernier de la série, là, qui pour l'instant qui existe chez Sony. Le premier A7, il a été voulu vraiment très compact en même temps qu'il avait un capteur full frame. En même temps, Sony avait sorti deux objectifs. C'était un 35 mm, si je me souviens bien, et un 55 mm, hein, les deux faits par Zeiss. À l'époque, Sony ne faisait pas encore d'optique vraiment. Et ça passait assez bien sur ce boîtier compact, parce que c'était des optiques elles-mêmes suffisamment compactes, assez lumineuses quand même, hein, des focales fixes bien sûr, mais voilà, plutôt compactes. Et puis est venu plus tard les optiques fabriquées par Sony pour le plein format, et bien entendu des optiques plus ambitieuses. Et là, bon, c'est vite aperçu quand même du problème, c'est que les optiques vraiment dédiées au plein format, que ce soit des zooms polyvalents ou des focales fixes à vraiment grande ouverture, étaient complètement disproportionnées, en tout cas sur ce Sony A7. C'est d'ailleurs pour ça, hein, que Sony, au fil des générations, a fait grossir ce boîtier, tout simplement. Hein. C'est pas parce qu'il a mis tellement de trucs dedans qui prennent de la place, j'en sais rien, que ça a fait grossir ce boîtier. Si vous comparez un A7 IV de maintenant avec le premier A7, ces deux boîtiers n'ont quasiment rien à voir dans leur poids et leur dimension générale. Bon. Donc la volonté de faire du plein format très compact, ça a déjà été donc fait par Sony en 2013. Voilà, alors la différence, on va le dire tout de suite, c'est que le Sony A7 I, il avait quand même un viseur. Bien, on va y revenir juste après. On parlera aussi, bien sûr, de la concurrence actuelle à ce Panasonic S9, si tant est qu'elle existe. Voilà. Donc, le décor étant planté, parlons donc de ce que ça veut dire que le plein format compact. Eh bien, le plein format compact, on va le dire tout de suite, c'est ces deux notions qui sont un peu, comment on va dire, antinomiques. N'exagérons pas, mais enfin, en tout cas, qui ne vont pas superbement bien ensemble. Et c'est pas être rabat-joie que de le dire, c'est de la physique de base. Plus votre capteur est grand, plus les optiques que vous devez mettre devant sont grandes aussi, quoi. Hein, il faut couvrir le rectangle. Voilà, et plus le rectangle est grand, ben, plus il faut un objectif qui est grand lui-même pour couvrir ce rectangle. C'est simple à comprendre, me semble-t-il. Bien. Alors, du coup, il y a ça, déjà, qui, pour moi, commence à poser problème quand on veut faire vraiment du plein format compact, c'est qu'il n'y a pas de magie. Les optiques derrière, elles ne vont pas être compactes, en tout cas, pas en proportion, n'auront pas la même compacité que le boîtier. Voilà, c'est ça le fond du problème, on va dire, et c'est ce qui a fait que Sony a corrigé le tir après avec ses A7 suivants, et c'est ce qui déjà fait un peu tiquer sur ce Panasonic S9. Parce qu'alors là, je ne sais pas si vous avez vu comme moi les youtubeurs se balader d'ailleurs à nouveau au Japon, invités par Panasonic. Après, il y a 1 an et demi, la même chose avec le S5 II. Donc, petite parenthèse, le bilan carbone chez Panasonic, vous invitez comme ça tous les ans et demi les youtubeurs qui habitent à peu près tous à l'autre bout de la planète bon, pour une sortie boîtier. Bon, fin de la parenthèse.
Voilà, eh bien, si vous avez vu comme moi toutes ces vidéos, la plupart se baladaient avec soit le 35-1.8 vissé dessus, soit le 85-1.8, hein, le 50-1.8, qui sont les focales fixes que Panasonic a dans sa gamme, qui sont des bonnes focales fixes, qui plus est ouvertes à 1.8. Eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, déjà, je trouve ces objectifs-là disproportionnés sur ce S9. Ça fait déjà gros. Alors, quand vous les voyez sur un S5 II, ça paraît complètement proportionné, je veux dire, justement, hein, avec un S5 II. Ça paraît presque même compact sur un S5 II, alors que sur ce S9, pas du tout. Donc, Panasonic, conscient du problème, ils ont fait quoi ? Ben, ils sortent deux objectifs, un zoom pour le coup vraiment compact. Alors je ne sais plus la focale déjà exacte, je crois qu'il est axé plutôt vraiment grand angle ce zoom, ce qui n'est pas une mauvaise chose hein, en soi. Et par contre évidemment il est peu ouvert, ça va sans dire. Encore une fois il n'y a pas de magie pour être compact. Voilà. Et surtout ils sortent un espèce de truc, un ovni. Un 26 mm, je crois, hein, c'est ça, corrigez-moi si je me trompe. F8 fixe, F8, c'est tout. Bon, voilà, F8 fixe, sans autofocus. Ok. Et là, on ne peut pas s'empêcher hein, de rire intérieurement et de se dire, c'est quoi l'intérêt d'acheter du plein format si c'est pour mettre ce genre de truc devant hein. Ça n'engage que moi, certes, mais quand même. Un peu de réflexion. Vous voyez ce 50 mm 1.8 de Canon en monture RF. Donc. Il coûte 200 €, soit le même prix que ce machin là que sort Panasonic. Le même prix. Il a un autofocus et il ouvre à 1.8. Ça fait, par rapport à F8, ça fait plus de 4 stops d'écart. Rien de plus à dire, franchement, c'est ridicule, c'est ridicule. Donc, évidemment, alors le seul truc, c'est quand on voit ce machin monter sur le S9, ah oui, là pour le coup, ça fait un joli ensemble, très compact et tout, mais à quel prix? Ça n'a aucun sens. Bon, donc ça c'est l'aspect, on va dire, objectif. On ne peut pas physiquement penser qu'on va mettre des super objectifs bien proportionnés sur ce S9 avec un capteur plein format, ça n'est pas possible. Autre chose maintenant, le boîtier en lui-même. Alors plus le capteur est grand dans le boîtier, plus il faut de la place, hein, on va dire, pour les autres composants, bien entendu, mais aussi pour une histoire de dissipation thermique, et ça c'est surtout pour la vidéo, hein, évidemment. Et là, il y a des concessions qui sont faites par ce S9 qui, effectivement, on ne peut pas s'empêcher hein, de se dire ça va trop loin. Alors, première concession, pas de viseur. Voilà. Donc là, j'allais dire, si ce boîtier, vous en faites que de la vidéo avec, c'est pas très grave, effectivement. Ce qui est plus embêtant, à la limite, c'est de ne pas avoir un port HDMI pleine taille et d'avoir du micro HDMI parce que si on fait que de la vidéo avec, on va peut-être être quand même tenté d'utiliser un moniteur externe hein, parce que les petits écrans qu'on a sur les appareils photo, ça va bien 2 minutes, mais quand on fait vraiment de la vidéo, voilà, hein, c'est pas là qu'on cadre le mieux et qu'on est le plus précis. Donc déjà un écran externe dans ce cas-là, ça se justifie pleinement et donc là, il vaut vraiment mieux, hein, pour une histoire tout simplement de solidité, avoir une vraie prise HDMI. Bon, bah, il ne l'a pas, la raison de compacité aussi. Mais donc, revenons au fait qu'il n'ait pas de viseur. Panasonic le vend comme moitié photo, moitié vidéo. Bon, bah, un appareil moitié photo qui n'a pas de viseur, avec un beau capteur plein format, là aussi, c'est une blague, quoi. Hein. Dès que vous êtes en plein soleil, bon, enfin, c'est même pas la peine d'épiloguer, je pense. Voilà. Après, comme il est très compact, bon, bah, du coup, la dissipation thermique ne peut pas bien se faire. Résultat, là, on se croirait revenu il y a des années en arrière. Alors, surtout Panasonic, roi de la vidéo.
limitation d'enregistrement 1/4 d'heure. Alors moi, là, vous voyez, par exemple, la vidéo que je suis en train de tourner, je ne sais pas combien de temps elle va durer à la fin après montage, mais c'est sûr qu'elle dure nettement plus d'1/4 d'heure à tourner. Hein. Donc évidemment, Next, hein, ce boîtier n'est pas fait pour les youtubeurs, hein, ça va de soi. Voilà. Alors, du coup, ça c'est pour l'aspect surchauffe. Après, revenons maintenant à la photo encore une fois. Alors, ouais, il a un beau capteur plein format qui marche bien, hein, ça, il n'y a pas de souci, qui monte très bien dans les ISO, qui fait un beau flou d'arrière-plan, qui a une belle dynamique et tout. Évidemment, hein, heureusement qu'il y a ça quand même. Voilà. Mais alors en photo, du coup, pas d'obturateur mécanique. Ça, c'est la concession supplémentaire à la compacité. Alors, les constructeurs qui commencent petit à petit à enlever les obturateurs mécaniques qu'on peut petit à petit considérer comme obsolètes, hein, des boîtiers ne le font que sur des capteurs empilés. La raison, elle est toute simple. C'est que les capteurs non empilés sont extrêmement sujets au rolling shutter, et surtout en plein format. Et ce Panasonic n'y coupe pas. Quand ce capteur qui est sur le S5 et le S5 II également, il fait du rolling shutter, ça c'est sûr, et donc en photo, quand on veut éviter ce problème, on passe en obturateur mécanique. Ok, bah là, vous ne pouvez pas. Le rolling shutter, c'est bien sûr le fait que sur un mouvement, le sujet est complètement déformé, hein, ou le fond, tout ce que vous voulez. Et vous avez le phénomène de banding dans les lumières artificielles qui peut très vite arriver aussi et qui vous ruine complètement une photo. Alors c'est valable aussi en vidéo, sauf qu'en vidéo, là, tout le monde est sur le même pied d'égalité, on va dire sans capteur empilé, puisque l'obturateur mécanique ne marche pas en vidéo. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour la photo, mais bon, ça, à la limite, on peut se dire, c'est pas grave, je vais faire que de la vidéo avec ce S9, ce qui me semble assez cohérent. Mais alors pourquoi Panasonic le vend comme moitié photo, moitié vidéo? Voilà, c'est pas super cohérent non plus. Bon, donc voilà, je pense que vous l'avez compris. Moi, je trouve que ce boîtier a évidemment trop de... Il y a trop de manques, quoi. Il y a trop de concessions qui sont faites sur l'autel de la compacité. Et même si certaines concessions n'étaient pas faites, il n'en reste pas moins que la taille des optiques ne cadre pas du tout avec ce genre de boîtier. Donc moi, ce que je pense, c'est que si on veut de la compacité vraiment et des optiques qui ne prennent pas trop du volume, même si on met des ouvertures assez grandes dessus, ben, il vaut 100 fois mieux de l'APS-C. Alors, le seul problème, c'est qu'en APS-C, on n'a pas vraiment un équivalent à ce S9. Hein, c'est un peu le problème. On a bien le nouveau X-T50 de Fuji qui vient de sortir, qu'on pourrait presque conseiller hein, face à ce S9. Le problème, c'est que là, Fuji, eux, ils le vendent comme 80-90% photo, et ça se voit, c'est-à-dire que, alors oui, là, il a un viseur pour le coup, même s'il est petit et tout, il y a quand même un viseur, et ça change tout, hein. Mais alors, il a une ergonomie beaucoup plus pensée pour la photo, à commencer par un écran qui est même pas orientable, voilà, donc... c'est pas forcément. Et puis un tactile qui marche pas bien, qui est à des années-lumière de ce que fait Panasonic aussi. Hein. Donc on va avoir du mal à conseiller un X-T50 pour l'aspect plutôt vidéo hein, par rapport à un S9. Mais voilà, il est plus cohérent au niveau de sa taille et des objectifs qu'on peut mettre dessus, tout en gardant une excellente qualité d'image, parce qu'en APS-C, la qualité d'image, elle est vraiment très proche du plein format. Ça, il faut quand même pas l'oublier. Voilà. Sinon, on peut redescendre jusqu'au micro 4 tiers. De ça, Panasonic sait le faire. Le problème, c'est que le micro 4 tiers, là, ça fait encore un plus gros écart et on réduit l'écart par rapport au smartphone et on va y venir évidemment parce que ce S9, il est avant tout là pour essayer de faire remplacer le smartphone au créateur de contenu. Bien. Dernière chose, ce Panasonic, ça ne vous a pas échappé, il a un bouton hein, où il y a marqué lutte en gros dessus. Donc qu'est-ce qu'une lutte? À la base, une lutte, hein, alors les vidéastes confirmés, dites-moi si je dis une bêtise, mais il me semble qu'une lutte à la base, c'est un profil qui s'applique quand on a tourné en log pour appliquer une colorimétrie, hein, notamment sur le log,
que c'est ça une lutte, quoi. Hein, d'ailleurs, c'est un terme qui est réservé à la vidéo, qui n'existe pas en photo. Voilà, bon, du coup, Panasonic mélange allègrement les genres et il dit, voilà, les luttes que vous allez pouvoir appliquer à la vidéo, vous allez aussi pouvoir les appliquer à la photo. Donc là, en photo, si ça nous amuse d'appeler ça lutte, pourquoi pas. En photo, ça fait des lustres que ça s'appelle les profils d'image et que c'est intégré à tous les autres boîtiers du marché. Hein. Panasonic n'a rien inventé, bien sûr. En vidéo, c'est un peu différent. Alors, c'est là que je vous demande, les vidéastes confirmés, de m'aider, parce que je n'ai pas forcément compris. Hein. Je sais que pour les autres boîtiers, donc moi j'ai des Canon, j'ai eu des Sony, j'ai eu des Fuji, tous les profils d'image étaient communs à la vidéo et à la photo, c'est-à-dire ils étaient applicables dans les deux modes. Sauf que en vidéo, c'est des profils qui s'adaptent sur une vidéo par-dessus. En gros, on part d'une vidéo où on met tous les curseurs un peu à zéro, au niveau colorimétrie et tout, et le profil d'image, il se charge d'appliquer une colorimétrie particulière, mais c'est pas du log. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pas du log. Le log, c'est vraiment le fait de désaturer complètement l'image et... Alors, c'est un peu compliqué, hein, parce que log, ça vient de logarithme, hein, donc c'est pour faire suivre, on va dire, en gros, au profil, une courbe logarithmique qui, ensuite, est plus facile à redresser qu'une courbe linéaire, quoi. En gros, c'est ça. Enfin, plus facile, c'est pas ça. À garder plus d'informations qu'une courbe bien linéaire. Ça, c'est le log. Donc, pour moi, une lutte, ça ne s'applique qu'au log. Sinon, ça s'appelle des profils d'image. Donc, ce que j'ai pas bien compris dans ce Panasonic S9, c'est si c'est des vraies luttes, qui veut dire qu'à ce moment-là, dès que vous activez une de ces luttes, vous tournez forcément en log, mais avec une lutte qui se grave en direct par-dessus le log, ce qui, je le sais, là par contre, est le cas sur le S5 II et le S5 IIX. Alors même si, par contre, il y a beaucoup moins de luttes intégrées que dans ce S9, les luttes qui sont intégrées sont là pour être gravées directement au tournage. Et donc là, si c'est ça, effectivement, c'est novateur parce que le S5 II, c'est le premier qui a fait ça. Hein. Voilà. Mais ça a des limites. C'est-à-dire que, contrairement à un traitement log, une lutte que vous appliquez sur un log en post-traitement, vous ne pouvez pas revenir en arrière si vous l'avez activé directement à l'enregistrement. Donc c'est quand même une limitation importante. Mais voilà, mais je ne sais même pas si c'est ça, c'est-à-dire si c'est pas plutôt un profil d'image. Bon, dites-le moi si vous le savez. En tout cas, on peut en mettre une ribambelle. Visiblement, Panasonic a passé des accords avec certains youtubeurs spécialisés en vidéo qui eux-mêmes ont développé des luttes et donc du coup ils sont gratuits parce que Panasonic a dû quand même les rémunérer. Hein. Tant mieux pour eux d'ailleurs au passage. Et pour pouvoir proposer ces luttes gratuitement dans le boîtier. Alors tout ça évidemment marche aussi avec une application sur le smartphone. Voilà, on peut envoyer les luttes via le smartphone au boîtier. Bon. Alors jusqu'où c'est vraiment indispensable? Écoutez, moi je ne sais pas, je fais peut-être pas assez de vidéos pour le savoir. La seule chose que je sais, c'est que tourner une vidéo avec un boîtier plein format très compact et un gros objectif dessus, moi ça m'intéresse certainement pas, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Que dans ce cas-là, je préfère un vrai ensemble compact à la limite. Et justement, on arrive maintenant au dernier point, on va dire, qui est jusqu'à quel point est-ce qu'il faut remplacer son smartphone pour un créateur de contenu, on va dire, qui n'est pas posé dans un studio, là, voilà, qui n'est pas posé chez lui comme je suis en train de faire, jusqu'où il va remplacer son smartphone par ce S9. Bah écoutez, ce créateur de contenu, s'il existe, eh bien, je serais content qu'il se manifeste, parce que s'il existe, s'ils existent, ils ne doivent pas être quand même super nombreux, vu, encore une fois, les limitations de ce boîtier. Hein, voilà. Parlons concurrence pour terminer.
Alors, il n'y a pas énormément de concurrence, hein. Justement, c'est là-dessus que Panasonic essaye d'innover malgré tout quand même, hein, on va le dire. Dans la concurrence, moi je vois essentiellement un Sony A7C2. Et oui. Alors un Sony A7C2, c'est un petit peu moins compact, c'est un petit peu moins stylé, évidemment. Hein. Même s'il n'est pas vilain, hein, le Sony A7C2 pour le coup. Alors, il est moins compact. Pourquoi? Déjà, il a une poignée, parce que j'ai oublié de dire, hein, le S9, la prise en main. Le S9, vous êtes obligé d'avoir une sangle, hein, le truc qui fait bien touriste, là, vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, vous ne pouvez pas le tenir en main correctement. Hein. Dès que vous lui mettez un objectif, je vous dis, même une focale fixe 1.8, c'est fini, vous êtes obligé de l'avoir autour du cou. Hein. Et donc, pour revenir au Sony, lui, il a une poignée quand même plus conséquente, le Sony, qui fait qu'on l'a quand même mieux en main, et surtout, il a un viseur. C'est un peu comme le XT50, c'est un viseur un peu décevant dans la mesure où il est très rikiki et peu défini, mais enfin, ça change quand même beaucoup de choses par rapport à pas de viseur du tout. Le Sony A7C2, il a le même, en tout cas, sensiblement le même capteur 24 mégapixels que ce S9, plein format bien sûr. Et en photo, il est un tout petit peu plus cohérent parce qu'il a quand même un obturateur mécanique. Malgré tout. Et en vidéo, alors en vidéo, il n'a pas tous les outils, c'est vrai, que de Panasonic qui sont quand même, j'en ai pas reparlé, mais c'est vrai qu'au niveau des outils de tournage, Panasonic, qui sont quand même en avance hein, là-dessus. Mais enfin, il est quand même pas ridicule du tout en vidéo, hein, le Sony A7C2. Et puis bon, encore une fois, hein, on peut appliquer les profils d'image dont je crois que c'est le Cineton de Sony qui fait un beau profil un peu à tendance cinéma, hein, voilà, qui est assez prisé, hein, je crois. Voilà, mais encore une fois, c'est pas une lutte. Bon, alors je ne sais pas si Panasonic entretient volontairement la confusion avec ce lutte gravé là comme ça sur ce bouton, alors que c'est peut-être tout sauf des luttes, j'en sais rien. Dites-le moi, mais au final, ça change quand même pas grand-chose, moi je trouve. Voilà. Hein. Donc Sony A7C2, après j'ai parlé un peu de Fuji, mais chez Fuji, ouais, faire de la vidéo avec les poussées, on va dire avec les Fuji comme ça, je sais pas. Voilà. Bon. Alors, pour terminer, je reviens encore, je me suis un peu dispersé, désolé, au smartphone hein, et aux créateurs de contenu qui utilisent beaucoup son smartphone. Alors, on va parler évidemment de smartphones de très bonne qualité, hein, c'est-à-dire, je ne sais pas, les hauts de gamme Android ou les iPhones, qui sont capables, alors surtout pour les iPhones, de sortir vraiment des vidéos de très bonne qualité. Hein. Que va faire de plus ce S9 ? Il va faire du flou d'arrière-plan en plus en vidéo. Et là, je veux dire, c'est indiscutable dans la mesure où en vidéo, le faux flou d'arrière-plan que les iPhones font très bien en photo, là ils le font très mal en vidéo et c'est logique, hein, ça demande une capacité de calcul qui est, enfin des algorithmes, bon bref, qui n'existent pas encore, même si Apple implémente une fonction comme celle-ci, hein, qui je crois s'appelle cinématique dans leurs iPhones. C'est assez rigolo quand on le voit, mais enfin c'est extrêmement limité. Donc oui, ça pourra faire du flow d'arrière-plan en vidéo beaucoup mieux qu'un smartphone. En revanche, il faudra mettre une optique suffisamment ouverte et donc on retombe sur le problème des optiques complètement disproportionnées par rapport au boîtier. Voilà. Après sur le reste, il faut savoir quand on est vraiment enfin, vous voyez, certains créateurs de contenu, ils vont tourner là, comme ça vite fait avec leur smartphone et ça va donner quelque chose quand même qui va bien, y compris même en photo. Alors qu'est-ce qui fait que ça va bien aussi? C'est que vous avez des algorithmes évidemment de HDR, quoi, en gros, hein, qui corrigent l'exposition, qui arrivent à faire de la multi-exposition sans même qu'on s'en rende compte. Voilà, et ça, c'est encore loin d'être implémenté dans nos boîtiers hybrides et y compris dans ce S9. Donc, je ne sais pas, ils verront bien. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu sérieux qui sont déjà passés aux hybrides. Hein, et ils n'ont pas forcément cherché le plus compact possible et le plus tendance possible.
Hein, ils ont cherché un truc qui allait vraiment faire une différence par rapport au smartphone, et ils l'ont déjà plus ou moins trouvé, je pense. Hein. Et ils n'ont pas forcément attendu ce S9, à mon avis. Voilà, ça sera tout. C'est pas un avis très positif, j'avoue. C'est-à-dire, je me range hein, clairement dans ceux qui n'ont pas un avis très positif de ce boîtier. Ça n'empêche pas que c'est toujours bien malgré tout qu'un constructeur sorte des nouveautés, parce qu'au moins on peut reconnaître ça à Panasonic. Hein, parce que là, si on attend Nikon et son Z6 III, je veux dire, les poules vont avoir des dents bientôt. Bref, voilà. Allez, rendez-vous, je ne sais pas quand, pour justement peut-être la sortie du Z6 III, hein, ou les futurs Canon. Voilà. Merci d'avoir suivi. Au revoir.